Bonjour, bienvenue à toi cette semaine dans ma vidéo et je me suis dit que je partage beaucoup sur Instagram, mon Instagram, ma vie de maman, les challenges, certaines vidéos que je trouve appropriées ou adaptées à la réalité d'être parent que beaucoup romantisent ou ne savent pas c'est quoi derrière. D'ailleurs, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je me demande ce que tu attends. Viens me retrouver sur Instagram. En barre d'infos de cette vidéo, je t'ai laissé les liens vers tous mes réseaux sociaux, y compris ma page Instagram. C'est vraiment là-bas que je suis. Every time, every time. Donc, je me suis dit, j'allais faire une vidéo pour, en fait, exposer toutes les réalités du parental, de la parentalité, de la maternité, du fait d'être parent. Et je vais vraiment vous présenter ça sous le prisme de être à l'étranger et se préparer à être parent, surtout maman. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes filles ou beaucoup de demoiselles qui, je ne sais pas c'est qui que vous regardez sur les réseaux sociaux, peut-être que vous regardez les comptes où on vous vend la maternité comme quelque chose de fun. C'est le phénomène de mode. Toutes veulent faire leur photoshoot de grossesse, nanani, sans vraiment savoir c'est quoi les réalités qui sont derrière. Donc, je me suis dit, je vais essayer de vous faire ça à la sauce au Canada, parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui veulent venir au Canada, qui vivent ici, qui sont peut-être étudiantes ici, qui travaillent, qui se disent « Oh, j'aimerais faire un enfant ». Il faut que je vous dise toutes les réalités réelles. C'est une tautologie, je sais, qui a derrière cette histoire de faire les enfants. Donc, l'une des premières choses que vous devez savoir si vous vous préparez à faire un enfant au Canada, il faut d'abord déjà s'assurer que tu es dans la bonne situation administrative. C'est-à-dire que assure-toi de ne pas être une étudiante internationale si tu prévois de faire un enfant. Assure-toi de ne pas être quelqu'un qui est en situation irrégulière, c'est-à-dire que tu n'es pas vraiment ici avec les papiers, tu es en attente d'asile. La bonne situation administrative pour prévoir de faire un enfant au Canada, soit citoyenne, soit résidente canadienne. Je pense encore que travailleur temporaire même, mais ça à voir. Quand je vais faire le montage de la vidéo, je vais m'adapter. Donc, une fois passé le bon statut administratif dans lequel faire l'enfant, la deuxième chose qui est vraiment importante pour toi, c'est le choix de celui qui va être le père de l'enfant. Quand je parle dans le choix, je ne te dis pas forcément qu'il faut que tu sois marié ou fiancé avec cette personne, mais il faut que tu sois que tu fasses l'enfant avec un père qui va être présent pendant ta grossesse, même si vous n'êtes plus ensemble, qui va être présent dans la vie de tous les jours une fois que l'enfant sera là. Parce que être maman solo au Canada, aller à ses visites prénatales sans peut-être avoir une voiture, sans avoir un support système, sans avoir quelqu'un que tu peux appeler à X ou Y heure parce que tu as X ou Y envie pendant ta grossesse. Une fois que l'enfant est là, quand il est dans les urgences pour amener l'enfant aux urgences parce que l'enfant est malade à minuit et tout, et que tu n'as pas de support système, je vous dis, choisissez quelqu'un qui va être un père présent pour vous avant, pendant et après. Et pendant les 18 prochaines années. Si c'est que vous n'êtes pas un couple. C'est vraiment ça là que je dis, c'est important. Le reste de la vidéo, peut-être que si je mets des anecdotes, je vais vous revenir dessus. Bon. Ensuite, prochain point dans la vidéo, une fois que tu as donc trouvé le partenaire. Parce que c'est comme ça que vous êtes. On vous parle, après vous allez aller choisir les Yoruba Boys. Vous allez aller choisir les Skamas. Vous allez aller choisir un gars parce que, oh, le chouchou des nanas, le bonbon alcoolisé des jeunes filles. Après, il va te montrer le lait ici à Montréal. Il va prendre la poudre des scampettes. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Et puis, tu vas t'asseoir partout sur Snapchat, sur TikTok, dire comment les hommes sont trash, comment les gars ne sont pas sérieux à Montréal, comment c'est les bordels. Alors que, il y a les gars ici, là, que quand tu le vois, tu sais que celui-ci, c'est un runaway. Que ça ne peut pas être un père. Ça, ce sont les géniteurs. En tout cas, bref, passons. Prochain point. Quand tu vas donc prévoir de tomber enceinte, mettons que maintenant même tu es tombée enceinte, la prochaine étape dans cette réalité, c'est qu'il faut que tu cherches
un médecin, un hôpital ou une clinique à proximité de où est-ce que tu habites pour commencer tes suivis de grossesse. Les suivis de grossesse ici commencent à partir de la 7e, entre la 7e et la 10e semaine de grossesse. Les suivis de grossesse commencent. Donc il va falloir que tu appelles les CLSC, que tu appelles, tu fais Moi quand j'étais enceinte de Raphaël, j'avais tapé sur internet suivi de grossesse médecin. Genre, je pense que ça m'a sorti une liste en fonction de la région où j'étais. On m'a donné les hôpitaux. Si par exemple je voulais accoucher dans tel hôpital, on me donnait un peu comment contacter pour chercher à faire mon suivi. Donc finalement, c'est comme ça que j'avais fait. J'avais laissé 2 ou 3 messages à 2 ou 3 places. On m'avait rappelé pour me donner un suivi, donner un médecin, un endroit en fonction de l'endroit où je voulais accoucher. C'est vraiment important, ce sont les démarches qu'il faut faire. Ne pensez pas que quelqu'un va le faire pour vous. Vous devez faire la démarche de commencer à chercher l'hôpital où tu veux accoucher. Mettons par exemple que tu es dans la ville de Montréal. Tu décides que bon, moi je veux accoucher mon enfant à l'hôpital Sainte-Justine. Moi je veux accoucher mon enfant à tel hôpital. Donc en fonction de l'hôpital, tu commences à chercher dans le suivi de grossesse, voir les gynécologues qui sont dans le coin ou clinique privée où tu veux suivre ta grossesse, dépendamment de toi. Mais c'est à toi de faire la démarche. Ça, c'est... Et quand tu es résidente canadienne ou que tu es citoyenne, tu sais, tu as la carte d'assurance maladie, la RAMQ. Donc, il y a cette charge-là en moins sur ta tête économique. Ça dit que tu ne payes aucune consultation, tu ne payes aucune visite, tu ne payes aucune échographie, tu ne payes aucune prise de sang. Bref, tu fais pratiquement tout gratuitement, sauf si tu décides de faire les tests prénataux pour la trisomie et que tu veux faire ça avec une clinique privée. Ça, ce sont les choses que tu vas payer de ta propre poche. Mais si tu fais ça dans le cadre même de l'hôpital qui te suit, la trisomie 21, nanana, que tu fais ça dans un hôpital public, pardon, à peu près tout, à peu près tout est gratuit. Même l'hospitalisation et l'accouchement, quand tu vas être à l'hôpital pour 3 jours, c'est gratuit, tout est gratuit. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut s'assurer d'être dans la bonne situation administrative, les résidents, les citoyennes. Comme je dis, je vais regarder pour les travailleurs temporaires. Mais je pense que les travailleurs temporaires, même aussi, ont la carte d'assurance maladie. Ce sont les étudiants étrangers, internationaux, que oui, tu as l'assurance que tu payes avec ton université ou ton école, mais tu n'as pas la RAMQ. Et donc, il y a beaucoup de choses qui vont être un peu compliquées. Parce que je pense que j'ai pris une photo la dernière fois. Quand je vais faire le montage de cette vidéo, je vais vous mettre les prix que ça coûte quand tu n'as pas la RAMQ en fait au Canada, au Québec, le régime d'assurance maladie du Québec. Quand tu n'as pas ça, je vais vous mettre les prix quand je ferai le montage de la vidéo. Vous allez voir vous-même ce que ça coûte. Après ça, après vous avoir exposé, là, ça ce sont les situations de avant la grossesse, la grossesse. Donc maintenant il faut savoir que c'est vrai, on dit que chaque grossesse est différente. C'est pas parce que Bintou a eu le masque de grossesse, a eu une grossesse compliquée du 1er jusqu'au 9e mois que par exemple Salamata, ça va être ça. Oui, les grossesses sont différentes. Donc je vais vous donner des généralités. Vous savez que 9 mois de grossesse, pendant les 3 premiers mois, généralement, c'est là où tu as le plus de malaise parce que c'est là où le bébé est en train de se former et de se loger dans ton corps. Tu as les nausées, il y en a qui perdent du poids pendant les 3 premiers mois. Moi, ma première grossesse, c'était littéralement ça. J'ai perdu du poids parce que je vomissais tout le temps. Je ne mangeais pas. Raphaël m'a vraiment secoué. J'ai eu tous les malaises. On a découvert que j'avais des kystes. On a découvert que j'avais un fibrome. Donc j'ai eu vraiment les 3 premiers mois. En fait, la grossesse m'a menacée jusqu'à ce que j'accouche. Mais les 3 premiers mois, c'était alors grave. J'ai eu des malaises, j'avais des pertes de sang, je vomissais, je ne gardais rien, même l'eau, je ne gardais pas. Donc, il faut que tu te prépares dans le sens que, bon, je peux avoir une grossesse qui va être compliquée. Et j'ai eu ce qu'on appelle une en tout cas, hypersalivation. J'ai eu les nausées du premier jour de ma grossesse jusqu'à ce que j'accouche. Quand on a enlevé Raphaël de mon ventre, les nausées ont disparu. J'ai eu les nausées du 1er jusqu'au 9e mois. Et c'était terrible. Les odeurs me donnaient envie de vomir. J'étais fatiguée. Je n'arrivais à rien faire. Je suis restée pratiquement alitée dans cette grossesse. C'était terrible. Oh, ma deuxième grossesse, caviar. Mon fils, c'était une grossesse caviar. Je n'ai même pas vomi. Je crois que j'ai vomi une seule fois. Et encore, je ne suis même pas sûre que j'avais vomi. Donc lui, les nausées, j'en ai pas eu. Je mangeais à ma faim. C'est-à-dire que je glowais.
Et je crois que je n'ai même pas eu trop de masques de grossesse avec lui. Raphaël m'a rendu laide. J'étais laide. Bref. Donc, ça, ce sont vraiment les généralités. Encore que je dis, il y en a qui peuvent vivre des grossesses, le ventre ne sort même pas. C'est-à-dire que tu peux... Je vois d'autres mamans enceintes là, elles portent les talons. Moi-même, seulement les neiges. Par contre, mes 2 grossesses manquent d'énergie. C'est-à-dire que quand je réfléchissais même que, oh, il faut que je fasse des vidéos, j'étais fatiguée. C'est-à-dire que je restais couchée à longueur de journée. Travailler même, je travaillais couchée. Bref, on passe. Après ça, tu as l'accouchement. Il y a donc l'après. L'après, les nuits de sans sommeil, les premiers mois du bébé. Certains vont te dire que oui, c'est les 3 premiers mois. Après ça, le bébé se régule. Moi, mes bébés n'ont pas fait leur nuit. Raphaël a commencé à faire ses nuits quand je suis tombée enceinte du 2e, parce que là, il a fallu qu'on la prépare psychologiquement. Et il fallait que moi, je puisse dormir la nuit parce qu'un bébé est en train de grandir en moi. Celui-ci, il a déjà 11 mois, il ne fait pas ses nuits. Il se lève toutes les nuits parce qu'il faut qu'il boive au moins 3 ou 4 fois dans la même nuit. Donc, vous pouvez avoir des bébés caviar qui vont faire leur nuit, que vous allez pouvoir les mettre dans leur lit à partir du 4e mois. Moi, mes enfants dorment avec moi, je ne sais pas. C'est moi qui les ai mal habitués parce que dès la maternité, je les fais dormir sur mon ventre. Donc, quand on est à la maternité, 3 jours, l'enfant, c'est que, c'est doux. Je dors sur ma mère, on rentre à la maison, je vais lui expliquer comment que tu vas dormir dans ton lit. Je continue comme ça parce que moi, je suis une maman angoissée. J'ai besoin de voir mon enfant la nuit. Si jamais il va s'étouffer, au moins si l'enfant est sur moi, je sais que je peux réagir vite. Donc, c'est comme ça que mes enfants ont pris l'habitude de ne pas dormir dans leur lit. Et ça me cale le cou maintenant. Donc, les nuits sans sommeil et tout ça encore, ça passe parce que, comme je dis, si tu as choisi un père qui va être présent, vous pouvez faire du travail d'équipe. Si après ça, tu n'as pas un père présent, sache que tu vas devoir gérer les nuits à te réveiller. Gérer les... En plus, dépendamment de... Bon, ici, on a le congé de maternité. Mais le congé de maternité, le RQAP, tu vas avoir les versements si tu as travaillé pour l'équivalent d'au moins 3 mois. C'est là que tu peux avoir le RQAP. Mais tant que tu n'as jamais travaillé avant de tomber enceinte, le RQAP, on va te verser les allocations de maternité. Comment donc? Ça, avant de tomber enceinte, assurez-vous de travailler d'abord. Au moins, donnez-vous même 1 an. Vous travaillez. Avant de prévoir de tomber enceinte, si vous êtes résidente, citoyenne ou travailleuse, travaillez 1 an. Travaillez 1 an avant de tomber enceinte. Parce que quand vous travaillez, on vous retire à chaque paye. On vous retire à chaque paye le truc qu'on appelle le RQAP. Pour que quand tu vas tomber enceinte, tu vois, tu pourras te reposer dessus. Oh, si tu n'as jamais travaillé, on t'aura prélevé quoi? Donc, travailler. Donc, si tu as le RQAP, sachant que tu peux prendre 1 an de congé de maternité ou tu peux prendre plus court. Moi, j'ai pris 1 an pour Raphaël et j'ai pris 7 mois pour André. 6 mois même, 6 mois, parce que j'ai commencé à travailler quand il avait 6 mois. Donc, après ça, c'est plus le après. Donc, quand tu vas devoir retourner au travail, il y a le fait de devoir trouver la garderie. Sachez que trouver une garderie au Canada, dépendamment de où tu te trouves, c'est plus facile ou moins facile. Les petites villes comme moi où je vis ici, c'est difficile parce que on veut plus, la demande est plus forte que l'offre. À Montréal, je ne sais pas, peut-être que comme c'est une grande ville, les gens trouvent plus vite les garderies. Mais trouver les garderies aussi pour les bébés, les places poupons de 0 à 17 mois, l'enfant est considéré comme un poupon. Ces places-là sont plus compliquées à trouver. Parce que tout le monde veut pouvoir retourner au travail quand son enfant est petit et il y a moins de place. Certaines garderies ont moins de places poupons à pouvoir. Donc, du coup, il y a souvent certains qui cherchent longtemps sans trouver. Et quand l'échéance de retourner au travail arrive, tu n'as toujours pas trouvé de garderie, tu fais comment? Tu ne vas pas jeter ton enfant à la poubelle. Donc, ça, c'est un problème, c'est un autre stress qui s'ajoute. Mettons même que tu trouves même la garderie, maintenant, il y a les autres qui ont le stress de ton employeur n'est pas kids-friendly, c'est-à-dire que ton enfant peut tomber malade. Et quand ton enfant commence la garderie, il va tomber malade parce que les garderies, c'est des nids à microbes pour les enfants quand c'est la première fois. Ils vont se partager les microbes, ils vont se partager les rhumes, ils vont se partager les virus. Ton enfant sera malade tout le temps. Quand Raphaël a commencé la garderie, elle était malade chaque semaine. Imagine ton enfant est malade chaque semaine. Toi, tu dois travailler. Tu vas venir dire à ton enfant chaque temps, ah, mon enfant est malade. Ah, mon enfant est malade. Ah, mon enfant est malade. On commence à te regarder avec les yeux hibou parce que tu dois quitter plutôt. Oh, la garderie m'a appelé, je dois aller chercher mon enfant. Oh, je ne peux pas rentrer aujourd'hui. Mon enfant est malade. Donc, je trouve que les gens romantisent beaucoup la maternité, la parentalité. Il faut savoir que, sachez que, ceux qui ont la référence ont la référence. Il faut savoir que c'est un travail prenant qui n'a jamais de vacances. Tu ne vis pas, tu n'as plus une vie sociale, au moins les premières années. Tu n'as plus une vie sociale. C'est beaucoup de stress, il faut gérer beaucoup de choses.
Toi-même, tu vis beaucoup de frustration, tu as le postpartum, tu peux avoir le baby blues, tu vis beaucoup de frustration, comme je dis, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu faisais avant, tu vas commencer à te dire, ah, je suis plus capable de faire ça, je suis plus capable d'avoir un moment de tête à tête avec mon mari, si tu es marié, si tu as un copain, je n'ai plus de vie sociale, je ne peux plus sortir voir mes copines, je ne peux plus aller en boîte, je ne peux plus faire ça, je ne peux plus faire la grasse matinée, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus. Ça, il faut savoir. Il y a la charge mentale qui vient avec. Parce que les enfants sont toujours prêts. Maman, 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 maman. Vous voyez, je tourne la vidéo. André est juste là. Il est juste là. Vous allez l'entendre. Donc, c'est la charge mentale. Il faut savoir qu'il y a la charge mentale. Sachez que si vous faites un enfant seul, la charge mentale sera triple pour vous. Quand je dis seul, c'est que vous n'avez personne pour vous aider. Ni le père, ni un support système autour de vous. La charge mentale sera triple. Parce que nous-mêmes qui sommes mariés, qui avons les conjoints qui nous aident, on a la charge mentale. Alors je n'ose pas imaginer, vous qui n'avez pas tout ça. Donc voilà, je crois que j'ai parlé de ce que à peu près je voulais dire. Je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous voulez savoir d'autres choses de plus deep sur la maternité, la parentalité. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification. Comme ça, quand je publie une nouvelle vidéo, vous êtes tout de suite avisé. Et on se retrouve prochainement pour